Aujourd'hui, on fait une escale à Zanzibar. Cet archipel se compose de deux îles, Unguja et Pemba. Et il fut le théâtre d'un drame en 1964, un drame dont pratiquement personne ne parle, mais nous, on va s'y intéresser. Faisons un peu d'histoire. Dès le Moyen-Âge, c'est-à-dire entre le 8e et le 10e siècle, une vague de persans est arrivée sur le littoral et sur l'île et a islamisé toute cette région. Ces persans se sont mêlés aux populations du lieu et leurs descendants se donnent le nom de Shirazi. Attention, les Shirazis sont bien des Noirs, des Africains, mais ce sont des Africains autochtones de l'île de Zanzibar et présentant dans leur arbre généalogique, si on les croit, une faible ascendance persane. Dans la sociologie insulaire, les Shirazis sont les autochtones, qui se rattachent à la culture swahili. À l'origine, Zanzibar n'était que l'une des nombreuses cités-états swahili qui bordaient la côte africaine. Les Arabes ont très tôt exercé une influence sur cette côte, mais leur conquête dans la région commence véritablement à la fin du XVIIe. Conquise par les Omanais en 1698, Zanzibar est la capitale d'un sultanat arabe à partir de 1840. On peut donc dire que Zanzibar est une terre africaine, colonisée par les Arabes pendant près de 2 siècles et demi. Or, cette colonisation est très fortement marquée par la traite négrière. C'est ici un élément déterminant de notre histoire. Les Arabes sont ciblés par un ressentiment dû à leur passé esclavagiste. Ce sont les Arabes encore qui ont introduit la plante qui fera la richesse de l'île et sa célébrité internationale, les clous de girofle. Un clou de girofle, c'est quoi exactement? Je t'avoue que là-dessus, je suis pas un expert. Les clous de girofle, ce sont les fleurs d'une plante, le giroflier, qu'on récolte lorsqu'il n'est encore qu'un bouton floral fermé et que sa couleur a légèrement rosi. Ils sont disposés en une petite inflorescence qu'on appelle un cyme, et ensuite ils sont séchés et commercialisés sous le nom de clous de girofle. On peut noter que toutes les fleurs d'un même cyme ne rosissent pas en même temps. Ils rosissent pendant quelques jours seulement. Après, c'est trop tard. Donc attention à ne pas louper le moment de la cueillette. Cette culture nécessite beaucoup de petites mains pour passer et repasser et couper les boutons floraux au moment opportun. Des petites mains d'esclaves, par exemple. Zanzibar, il est vrai, était une plaque tournante pour le commerce d'esclaves. Ces esclaves, qui sont en provenance du Tanganyika, le plus souvent, étaient envoyés vers l'Oman, mais sur la pression des Britanniques, la traite entre Zanzibar et Oman a été drastiquement réduite, voire supprimée, au XIXe siècle. Il y avait à Zanzibar un surplus d'esclaves. L'île décide de les employer dans les plantations de girofliers. C'est ça, que ce soit à Pemba ou à Unguja. Entre 1830 et 1873, environ 700 000 esclaves d'origine continentale furent vendus sur le seul marché de Zanzibar pour les plantations. En 1890, l'esclavage connaît ses dernières heures. Les Britanniques établissent un protectorat sur l'île. Le sultan a bien essayé de résister, mais il dut laisser tomber face au bombardement expéditif de son palais le 27 août 1896. Cet événement fut d'ailleurs la guerre la plus courte de l'histoire, avec un record de 38 minutes. Il m'a fallu une vingtaine de minutes, 20 minutes, une demi-heure, et le bâtiment était à terre, quoi. C'est plus par après, il faut trier, tout ça. Une fois le palais réduit en granulés, les Britanniques s'empressent d'abolir l'esclavage, mais ils ne changent pas la sociologie de l'île, et ils continuent à s'appuyer sur le sultanat pour des raisons d'ordre pratique. L'île se développa et la culture du girofle en fit un pôle très attractif de l'océan Indien. Des Omanais, des Indiens, des Africains venaient s'y établir, et tous ces visiteurs étaient accueillis par l'odeur forte et caractéristique du girofle qui était entreposé à proximité des ports. L'île connaissait une sorte d'apogée économique. Ces Arabes restent l'élite. Ils sont propriétaires et en même temps, la plupart des emplois de police, de justice et de la fonction publique leur sont réservés. Pour les colonisateurs, c'est le plus logique parce que ce sont eux qui ont le plus de compétences, le plus d'instructions, et si on veut que l'île progresse rapidement, c'est probablement le plus sage. Et en fait, on va voir que les tensions continuent au sein de l'île entre Arabes et Shirazis. En fait, les petits paysans Shirazis n'ont pu racheter essentiellement que des terres coralliennes, pas très productives, tandis que les Arabes ont conservé la majorité des terres fertiles. Et ça, c'est considéré comme injuste par les Shirazis, qui estiment être toujours victimes d'une spoliation par les Arabes. Quels sont les composants de la société insulaire à la fin de l'époque coloniale? Déjà, au sommet, il y a l'administration du protectorat, qui est britannique, et qui doit représenter 0,1% de la population. Il n'y a pas beaucoup de blancs à Zanzibar, mais ils ont le pouvoir.
En dessous, il y a les Arabes, qui sont installés depuis le XVIIe siècle, qui forment environ 17% de la population. Ils peuvent être d'origine omanaise ou hadrami. Détenteurs de la religion du livre, cette élite culturelle arabe est regardée avec envie par les autres habitants. Et d'ailleurs, une petite partie d'entre eux forment la caste de propriétaires omanais, tandis que les autres sont appelés les Arabes Menga, autrement dit un peuple de citadins, de boutiquiers et de commerçants. Ces Arabes Menga seront les plus grandes victimes de notre histoire. En dessous, il y a les fameux Indiens, qui sont les experts de la finance et du commerce, avec un niveau social assez élevé. On peut les estimer à 6% de la population. En dessous, les Shirazis, qui sont les plus nombreux, 56% de la population. Je rappelle que les Shirazis se considèrent comme les natifs de Zanzibar, mais des natifs à qui l'adjonction d'une faible parenté persane permet de les différencier du reste des populations de l'Afrique. À Unguja, ils s'estiment blessés par la confiscation des terres et rêvent de retrouver un pouvoir qu'ils possédaient jadis entre le 8e et le 15e siècle. Leurs représentants forment le premier pôle de la contestation révolutionnaire. Enfin, il reste les Africains continentaux, qu'on peut chiffrer autour de 20%, et qui ne sont rien d'autre que des descendants d'esclaves ou d'immigrés. Mal intégrés socialement, occupant les emplois les plus dépréciés de l'île, ils vivent souvent dans des taudis à Zanzibar City, où ils forment le deuxième pôle de la contestation révolutionnaire. Parce que ce que je t'ai pas dit, c'est qu'à la fin de l'ère coloniale, un parti révolutionnaire apparaît et il porte le nom de parti Afro-Shirazi. Et là, tu peux comprendre ce que signifie ce nom. Afro-Shirazi, une entente entre les Shirazis et les immigrés africains. C'est ça, une entente très tendue, très hétéroclite, entre des Shirazis autochtones et des Africains importés. Ils s'entendent pour renverser les puissants. Le chef du parti Afro-Shirazi se nomme Abeid Karoumé. En décembre 63, Zanzibar acquiert son indépendance. Ce qui était jusqu'ici un protectorat britannique devient une démocratie parlementaire. Les tensions raciales sont cependant très importantes. Désormais, une lutte s'engage entre l'oligarchie arabe et le parti Afro-Shirazi. Les Arabes essayent de jouer sur des coalitions de partis pour empêcher leur renversement. Leurs manœuvres seront toutes déjouées par la révolution de janvier 64. Dans la nuit du 11 au 12 janvier 64, un jeune homme mobilise environ 800 combattants devant le palais du sultan. Il se présente comme le feldmarschall John Okello, membre du parti Afro-Shirazi, mais il est en fait un Ougandais. Son discours est rempli de morgue et de mépris, comme s'il était envoyé par Dieu pour rétablir l'égalité et la justice ici-bas. Son attaque est redoutablement efficace et la cité est contrôlée pratiquement sans coup férir. Et oui, en fait, c'est très simple de bouter le sultan hors de l'île. On l'a vu en 1896 et on le voit maintenant en 1964. Regarde un peu une carte, on voit bien que le palais et le cœur du pouvoir arabe est situé dans l'étroit périmètre de Stone Town, le vieux quartier de Zanzibar City, qui forme une sorte de presqu'île. Tout autour, c'est le Ngambo, c'est-à-dire les quartiers populaires africains, desquels il ne faut attendre aucun soutien. Donc en fait, John Okello a profité de cette disposition pour attaquer le palais. De plus, l'indépendance est toute récente. Les Britanniques ne sont plus là pour structurer l'armée du sultan. John Okello s'est emparé des arsenaux et tout est allé très vite. Le sultan a sauté dans un yacht et pris les jambes à son cou. Et tout ça sans qu'aucun pays n'intervienne. John Okello déclare le 13 au soir qu'il remet solennellement le pouvoir à Abeid Karoumé et à son conseil révolutionnaire. Le parti Afro-Shirazi devient parti unique. Okello déverse alors ses discours radiophoniques pleins de fiel et en accroît progressivement la violence. C'est bien beau d'avoir renversé le sultanat, mais il est temps maintenant de se débarrasser vraiment des Arabes. Et je crois que c'est le moment ici de vous raconter une petite anecdote, celle du film Africa Adio. Cette anecdote, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle a quand même une certaine importance dans la perception de la révolution à Zanzibar même et dans le monde. Deux réalisateurs italiens, Jacopetti et Prosperi, travaillent à un documentaire qui sera diffusé en 1966 sous le titre Africa Adio. Adieu l'Afrique. Alors je précise que ce reportage appartient au style des Mondo Movies, qui sont des reportages très crus et très controversés, dans lesquels la politique est grosso modo la suivante: on montre tout, on ne cache rien. Il y a des morts à l'écran,
Des femmes africaines dénudées, des danses impudiques ou bizarres, des cadavres en putréfaction, du bétail à l'abattoir, je ne sais pas. On ne cache rien de ce qui est filmé. Et même s'il était connu dans les années 60, aujourd'hui ce genre n'a pas fait beaucoup d'épigones. Africa Adio, c'est un film cru dont l'objectif est de dénoncer la violence post-coloniale. Mais ils sont neutres ou pas? Non, ils n'étaient pas neutres, ils étaient venus pour ça, pour filmer de la violence. C'était leur intention, d'accord? Ils n'étaient pas venus en Afrique pour faire un reportage Arte sur le cycle menstruel des phacochères. Ils étaient dans une démarche de dénonciation. Et certains leur ont reproché le manque d'objectivité de ce qu'ils ont fait. Mais nous, quand même, on va essayer d'écouter ce que ces Italiens ont à nous dire et ce qu'ils ont pu filmer dans leur enquête. Donc déjà, leur reportage, comme je le disais, parlait de la violence post-coloniale. Ils parlent des saccages de propriétés blanches au Kenya, des guerres intestines en Ouganda, des massacres de Tutsis au Rwanda, pensez à l'invasion des Inyenzi en 63 et ses conséquences. D'ailleurs, c'est quand même assez louable au reportage d'avoir eu le courage de parler de ces sujets-là, qui sont des sujets assez complexes, hein, on en a déjà parlé nous aussi. Ils parlent aussi de la guerre d'indépendance en Angola, ils parlent de la révolte des Simba au Congo, que des sujets dont on a déjà parlé sur la chaîne en fait, maintenant que j'y pense, et leurs enquêtes couvrent une période qui va de 63 à 64 en gros, et pendant leur tournage, ils entendent parler de la révolution à Zanzibar, ils comprennent qu'il y a ici un enjeu, il faut absolument savoir ce qui s'y passe, on est en train de vivre l'histoire en temps réel, il faut la filmer, quitte à mettre notre vie en péril. Malheureusement, Zanzibar est verrouillé depuis la Révolution, ils vont s'y faire conduire en avion. Et pendant 3 jours, le 18, 19 et 20 janvier 64, ils filment l'île depuis le ciel. Attention, les images que je vais passer dans la minute qui vient sont des images douloureuses, choquantes et controversées. Elles sont si violentes que beaucoup de spectateurs ont crié à la mise en scène tant ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Ce qui apparaît sur leur pellicule, ce sont des villages brûlés, des fosses communes remplies, de longues files d'Arabes en exil, des silhouettes blanches qui fuient vers la mer et qu'on retrouve le lendemain matin jonchant la plage, des groupes d'Arabes rassemblés dans des enclos et abattus les uns après les autres comme des animaux malades. Pendant environ une semaine, l'État semble complètement absent. Pillage, vandalisme et exaction sont le lot quotidien qui s'abat sur la population arabe. Tout dans ce documentaire relève de l'outrance. Sa crudité, la sensibilité du sujet, la qualité des images obtenues, la quasi-complaisance dans une horreur déployée sur l'écran sans recul et délibérément, son cadrage excellent, les musiques parfois indécentes et surtout l'authenticité, en tout cas l'authenticité apparente du résultat. La plupart des critiques ont reconnu qu'une mise en scène aussi gigantesque et restée secrète est complètement improbable. La scène de Zanzibar reste à ce jour une véritable polémique dans le monde du cinéma, mais aussi dans le monde de l'histoire, puisqu'elle est pratiquement le seul document audiovisuel qui nous soit revenu de ce massacre, après la probable destruction des archives, par les révolutionnaires. Quant aux historiens, ils reconnaissent tous la réalité des faits, même s'ils s'abstiennent de juger le reportage en lui-même. Le chiffre que je vais donner ici est celui de 12 000 morts. C'est un chiffre qui a été donné par John Okello lui-même dans le récit qu'il fait de l'événement. John Okello et ses hommes font régner un véritable chaos. La principale cible de ces agressions, ce ne sont pas tant les Arabes propriétaires, qui pour beaucoup ont eu le temps de s'enfuir, non, ce sont les Arabes Menga, c'est-à-dire cette masse de commerçants et de travailleurs citadins, dont paradoxalement la condition économique est assez proche de celle des Shirazis et des Africains qui les persécutent. Sur l'île d'Unguja, les Arabes ont été pratiquement éradiqués des grandes villes, tandis que l'île de Pemba semble plus calme et plus hostile à la Révolution. La deuxième classe de victimes, ce sont les Indiens, dont beaucoup étaient banquiers ou fonctionnaires britanniques. On peut donner notamment l'exemple de la famille de Farrokh Bulsara, qui s'est enfuie de l'île de Zanzibar en 1964. Farrokh Bulsara appartenait à une communauté d'Indiens parsis, c'est-à-dire de zoroastriens. Ça me fait marrer parce que ton Bulsara, je trouve qu'il a un peu la tête de Freddie Mercury. Oui, ça c'est dû au fait que c'est Freddie Mercury, en fait. Les gens ne le savent pas souvent, mais Freddie Mercury était un Indien né à Zanzibar. Sa famille a eu le temps de s'enfuir, mais de très nombreux Indiens ont été tués pendant cette révolution. Enfin, je le mentionne rapidement, il y a aussi une troisième classe de victimes, ce sont les Comoriens. Et les massacres ont eu lieu sur les 2 îles? Principalement à Unguja, dans un premier temps. Sur l'île de Pemba, qui est une île de propriétaires, justement, consacrée à la production de girofles, eh bien là-bas les Arabes sont principalement des propriétaires. Par contre, la rivalité entre Shirazis et Africains continentaux y est plus grande.
Là-bas, les paysans shirazis, dans le fond, ont peur de devoir, à leur tour, partager le peu de terre qu'ils possèdent avec les immigrés. Et ils craignent que la révolution, finalement, se retourne contre eux. Résultat, ils traînent les pieds. C'est la raison pour laquelle John Okello a décidé de débarquer à Pemba pour accomplir lui-même la révolution avec sa bande infernale. Il s'est acharné contre les Arabes et les Indiens, il en a tué une bonne partie, il brûle la maison des autres, il leur fait raser le crâne, raser la barbe. Toutes ces exactions finissent par agacer Abeid Karoumé. D'autant plus que John Okello est un personnage qui ne fait pas l'unanimité, il a plusieurs défauts entre guillemets. Il n'est pas zanzibarite mais ougandais, il est issu d'une tribu nilotique, comme Idi Amin Dada. Il n'est pas musulman mais il est chrétien. Et il ne semble pas savoir mettre fin à la violence révolutionnaire. Comme Idi Amin Dada, son compatriote musulman, il se dit inspiré par Dieu pour rétablir la justice sur la terre, et finalement, John Okello se fera expulser de l'île. Et Karoumé cherche une sortie de crise. Pour stabiliser son pouvoir, il réclame officiellement la protection d'une personne de grand prestige, Julius Nyerere, le président du Tanganyika. Et il propose l'unification de leurs deux pays et la création d'un pays nouveau, la Tanzanie. En effet, nous l'avions déjà dit dans notre épisode sur Stanley, mais la Tanzanie autrefois s'appelait le Tanganyika. C'était un grand plateau bordé par les grands lacs. Il était gouverné par un jeune homme pieux, calme et affable que tout le monde connaissait à l'époque et qui s'appelait Julius Nyerere. Il était très connu principalement pour avoir promu l'unité des pays africains et la fidélité aux principes socialistes des indépendances. Il faisait partie des rares personnes à avoir une bonne réputation dans les deux camps de la guerre froide simultanément. Le mot Tanzanie vient tout simplement de l'union et de la contraction des deux pays, Tanganyika et Zanzibar. La Tanzanie est donc un pays bicéphale. D'un côté, un État socialiste et pacifique gouverné par une véritable star, Julius Nyerere, et de l'autre, le gouvernement révolutionnaire voyou de Abeid Karoumé. Est-ce que cet accord il est équitable ou c'est une annexion déguisée? Alors en fait, l'accord d'union prévoit que Nyerere pourrait désormais contrôler l'essentiel du pouvoir à Zanzibar. Les affaires étrangères, la défense, la police, la nationalité, l'immigration, le commerce extérieur, les emprunts, les services publics. Et de son côté, le gouvernement révolutionnaire, il serait réduit à une sorte de petite mairie de Carrefour qui s'occuperait de ce qui reste. Tout ce qui va être la déco. Ouais, donc en fait, Karoumé se fait bouffer tout cru dans cet accord. Donc lui, le grand révolutionnaire, a signé un papier qui supprime de facto tout le pouvoir chèrement acquis grâce à John Okello. Qui le supprime de jure. Même son parti, le parti Afro-Shirazi, est censé être absorbé dans le grand parti unique de Nyerere, la TANU. À moins que cette réunion ne soit en fait une opération stratégique de haut niveau. Karoumé s'est créé un glacis de protection. Il est comme protégé dans l'État tanzanien. Il est comme un parasite qui vient de trouver un hôte et qui se terre dans une petite cavité. Personne dans le monde ne viendra l'embêter maintenant qu'il a embarqué dans le vaisseau tanzanien. Il faut le dire, en pratique, Zanzibar ne va pas respecter l'accord. Son parti, il va le garder. Sa constitution, il ne la modifiera pas. Tout son fric, issu de la vente des clous de girofle, il est en devise étrangère et placé en sécurité dans une banque londonienne dont Nyerere ne verra jamais le moindre shilling. Ses taxes, ses impôts, il continue à en fixer lui-même le niveau. C'est lui qui va décider où et à qui sera vendu le clou de girofle. Et ce sera où? En Indonésie. L'Indonésie est un énorme consommateur de clous de girofle. Et ils s'en servent pour en faire des cigarettes. Bref, quoi qu'il en soit, Zanzibar est resté une sorte de territoire d'exception et Nyerere n'a jamais rien pu y faire. Toutes les discordes nombreuses qui vont apparaître entre ces deux hommes ne vont pouvoir entacher leur alliance. Pour Julius Nyerere, l'annexion de Zanzibar est un symbole fort. Elle fait de lui un triomphateur dans l'histoire du continent. Le triomphe des Africains, le retour à l'Afrique d'un territoire qui allait lui échapper. Et qui jadis l'avait humilié. Bon, maintenant on va aller au fond du sujet. Le Conseil révolutionnaire socialiste mis en place par Karoumé a pratiquement droit de vie ou de mort sur la plupart des citoyens. Le gouvernement révolutionnaire entame alors une suite de mesures populaires qui tentent à consacrer la réalité de la révolution du peuple. Les Arabes et les Indiens sont incités à la fuite et leurs biens sont confisqués. Tous les clubs raciaux sont fermés,
Les pousse-pousse, symboles de l'humiliation coloniale, sont interdits et brûlés sous les hurrahs. Le swahili remplace l'arabe. Non seulement Zanzibar est rattachée à la Tanzanie juridiquement, mais elle l'est aussi symboliquement sur tous les plans. Les Arabes quittent le pays. À cette époque, l'Oman est un pays verrouillé, il ne s'ouvrira qu'en 70, donc ils ne peuvent pas revenir dans la patrie mère. À la place, ils vont à Dubaï, à Koweït, à Abu Dhabi pour ceux qui ont de la famille. Mais la plupart durent rester, parce que toutes leurs attaches étaient ici, à Zanzibar. Ils firent profil bas. A contrario, l'immigration est sévèrement contrôlée. Karume peut décréter n'importe quel immigrant illégal et ainsi lui coller une peine de prison pour 20 ans. Creusé de la rancœur africaine contre les Arabes et les Indiens, le Conseil révolutionnaire doit maintenant prouver qu'il est capable de conduire le pays à leur place. Mais il veut quoi, Karume? Quelle est son ambition politique? C'est un socialiste révolutionnaire. Et comme tous les socialistes révolutionnaires, il se voit comme le restaurateur de l'égalité sur la terre. Abolition de la propriété privée, éducation pour tous, fixation des prix minimums pour les denrées alimentaires, logements sociaux, abolition du commerce privé. Le commerçant est une figure honnie parce qu'il est associé à l'arabe et à l'indien. Voilà en gros ce qui est écrit sur la feuille de route. Mais ici, Karume a un problème supplémentaire, c'est qu'il est tellement obsédé par les ennemis de la révolution qu'il a purgé le conseil de toutes les personnes qui sont plus intelligentes que lui. Et je suis assez sérieux, il n'y a pas d'intellectuel pour mener ce programme complexe. C'est-à-dire qu'il se lance sur la voie du paradis en utilisant la force des grands mots, sans feuille de route très précise, la tête pleine d'idées fausses, et qu'il applique à coups de gourdin. Première chose, il africanise l'administration. Il reste bien des Arabes et des Indiens sur l'île, mais ils vont devoir se contenter désormais d'exercer des activités privées. Ce qui est encore trop pour lui. Chez les socialistes, le commerce est par essence quelque chose de haïssable. Surtout ce type de socialistes un peu primaires qui ont toujours eu tendance à voir dans les commerçants de purs intermédiaires, qui ne créent pas de richesse. Ah oui, pourquoi ça? Et parce qu'ils achètent aux uns et revendent aux autres. Et ils se créent une marge. C'est très caricatural, mais de fait, cette haine du commerçant a poussé l'État révolutionnaire à créer des magasins d'État, où les prix de vente sont beaucoup plus bas. Et en 1971, l'État fait fermer tous les commerces privés. Et ils sont rentables, ces magasins? Les magasins d'État, absolument pas. Ils sont en déficit permanent, sans surprise. Donc, quelques mois plus tard, machine arrière, l'État réautorise de nouveau les commerces. Pour les boutiquiers indiens ou autres, c'est une époque très difficile. Déjà que la vie est dure, qu'ils sont le bouc émissaire préféré du troupeau, mais en plus, ils vivent sous la menace permanente de fermeture. Et la situation n'est pas plus belle chez les clients qui ne savent plus où acheter les marchandises et qui craignent, eux, les pénuries. De plus, l'État a pris le contrôle de toutes les importations, et comme il est très incompétent, il crée des pénuries. Les magasins d'État ne sont pas aussi bien remplis que ne l'étaient les commerces privés. Deuxième réforme, la réforme agraire. L'État devient propriétaire du sol, la propriété privée est abolie. On est en plein socialisme. Autrement dit, il n'y a plus de propriétaires, mais des gens qui exercent un usufruit sur un terrain dont le Conseil révolutionnaire est le véritable propriétaire. L'État peut nationaliser, jarter l'ancien propriétaire, fixer les dates des récoltes et les quantités à produire. Bref, c'est lui qui s'occupe de tout. Alors on pourrait croire que c'est un moyen de se mettre à dos encore les Arabes, mais les Arabes ont tout perdu, ils ne sont plus propriétaires. Donc ici, ce sont les paysans africains eux-mêmes qui sont atteints par ces mesures. Et particulièrement les petits propriétaires Shirazi de l'île de Pemba qui produisent du girofle, mais qui ne récupèrent même plus le produit des ventes. L'État a décrété un monopole sur le clou de girofle, et en la matière, il se comporte comme un véritable extorqueur. Dans certains cas, l'État vend aux Indonésiens à un prix 7 fois supérieur à ce qu'il a acheté aux producteurs. Mais ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui n'a aucun sens? Il dénonce les commerçants parce qu'ils se font des marges et qu'ils ne sont pas utiles dans la société, mais lui fait 1000 fois pire. Oui, on a l'impression qu'au final, l'État révolutionnaire postcolonial est beaucoup plus corrompu que l'oligarchie arabe sous l'État colonial. Sous les Britanniques, on faisait confiance au secteur privé, qui se faisait sûrement des marges, mais c'était tempéré parce que l'État colonial avait un vrai respect du producteur, qu'il soit africain ou arabe, et les producteurs savaient que de toute façon des syndicats les protégeaient. Dans cet État socialiste, ce respect pour le producteur disparaît. L'État incarne la volonté du consommateur qui veut des prix toujours plus bas. Taper sur le producteur fait presque partie de ses attributions. Et ça encourage énormément les membres du Conseil révolutionnaire à s'enrichir à leurs dépens. Et si on ajoute à cela un contexte géographique
la jalousie éternelle des élites politiques d'Unguja pour la richesse de Pemba, la situation n'est pas étonnante. Et ils peuvent pas faire de la contrebande? Alors de la contrebande oui, mais Karoumé punit la contrebande par la peine de mort. Au final, les producteurs traînent les pieds, ils n'investissent plus nulle part, ils ne mettent plus aucune énergie dans la récolte puisqu'ils pensent que ça ne servira à rien, vu ce qu'ils vont toucher à la fin. En fait, l'île de Pemba vivait complètement au ralenti, elle était à 40% de sa capacité de production, grand maximum. Et l'État ne comprend rien. Pour lui, tout cela n'est qu'un problème de paresse. Aucune remise en question sur sa politique. On a libéré le peuple, si maintenant il ne veut plus produire du girofle, c'est qu'il est paresseux, le problème ne peut pas venir du parti, non, les Shirazis sont des feignasses. Et l'État se charge de trouver des vrais travailleurs. N'importe quelle personne n'ayant pas un emploi fixe à Unguja est ramassée et on le débarque à Pemba pour qu'il cultive le girofle sans être payé beaucoup plus qu'un shilling. Et pendant ce temps, les membres du conseil continuent à s'en mettre plein les poches avec le produit des ventes. Et tout ça se fait dans un climat très autoritaire. En 72, une loi établit que tout arabe qui cherche à comploter contre l'État, ou qui est simplement suspecté de le faire, peut être exécuté sommairement par n'importe quel fonctionnaire. Plus le temps passe, plus Zanzibar devient un régime autoritaire présidentiel sans aucun gouvernail. Son projet de logement social n'ayant abouti qu'à un échec, il s'efforce d'interdire toute opposition. En 70, tout attroupement de plus de 5 personnes est interdit. Ces années sont celles des emprisonnements et des exécutions, mais aussi de l'obligation de chanter le credo national et de participer à certains rites ou parades obligatoires. En 69, Karoumé lance une campagne en faveur des mariages mixtes. Cette campagne brutale se fait sous la menace du revolver. Les Arabes et les Indiens doivent marier leurs filles à des Africains, le métissage obligatoire, en somme. On se souvient qu'au XIXe siècle, c'étaient les Africains qui espéraient avoir l'honneur de marier leurs filles à quelques riches marchands arabes polygames. Décidément, Karoumé veut littéralement retourner le sens de l'histoire. Le scandale des mariages forcés nuisit à la réputation de Zanzibar et Nyerere réussit à convaincre Karoumé de reculer. Finalement, en 72, Abeid Karoumé est assassiné alors qu'il jouait à un jeu de société. Pour finir cet épisode sur la Tanzanie, il faut quand même dire quelques mots du protecteur du régime zanzibarite, Julius Nyerere. Nyerere passe pour un saint, un serviteur de Dieu, comme le veut son procès en béatification, mais c'est surtout le père de la nation tanzanienne. Et il fait une sorte d'unanimité dans son pays. D'un point de vue politique, son bilan est très bon. Contrairement au dictateur ougandais, il n'est pas du tout tribaliste, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à une ethnie qui devrait régler ses comptes avec d'autres ethnies. En fait, en Tanzanie, les problèmes ethniques sont plutôt rares. D'abord parce qu'il n'y a pas vraiment d'ethnie majoritaire qui voudrait écraser les autres. Il n'y a pas non plus d'ethnie favorisée historiquement puisque les structures politiques du pays sont très tardives, contrairement au Rwanda ou à l'Ouganda. Et ensuite parce que Nyerere, de façon très intelligente, a cimenté la nation par l'usage d'une langue véhiculaire commune obligatoire. Cette langue, c'est le Swahili. Il reprenait en réalité une politique coloniale puisque les missionnaires utilisaient également le Swahili. La Tanzanie, en fait, si on écarte Zanzibar, est un pays plutôt uni qui ne connaît pas de tensions ethniques graves ni de tensions raciales comme à Zanzibar ou au Rwanda. De plus, la personnalité extrêmement habile, charismatique, disons même la délicatesse de Julius Nyerere fait un véritable consensus à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Il est une vitrine idéale. Le contraste est donc très fort entre Julius Nyerere, intellectuel courtois, chrétien, catholique, qui respire la bonhomie, et Abeid Karoumé, obtus, voyou et menteur. Pour mieux comprendre finalement cette entente, il faudrait préciser quelque chose qui va dissiper une ambiguïté. Nyerere, le modéré, et Karoumé, le radical, c'est pas si évident que ça. Quand tu examines ces gens de près, tu t'apercevras qu'au fond, ils ont les mêmes objectifs généraux, réaliser le socialisme. C'est juste que Nyerere n'est pas aussi porté sur la violence. Au fond, ces deux hommes se sont nourris des mêmes idées. Et la grande différence est plutôt dans les méthodes employées. Karoumé n'a pas d'intellectuel à son service pour l'aider dans la concrétisation du socialisme, qui a un peu transformé son expérience en grand banditisme. Nyerere est quelqu'un qui cogite beaucoup plus. Son socialisme, il est très réfléchi, très planifié, très cérébral. Il a donné un nom à son projet qui s'appelle l'Ujamaa, et c'est un socialisme d'autosuffisance. Et alors, ça a fonctionné? Eh bien non. Même dans sa version soft, le socialisme est une idéologie qui ne réussit pas beaucoup à ceux qui l'adoptent. Alors l'Ujamaa, c'est quoi? C'est une autosuffisance alimentaire basée sur la culture en commun des terres. Donc, pas de propriété privée non plus. Pas de propriété.
on cultive en commun. Concrètement, Nyerere a demandé aux Tanzaniens de quitter leur village pour s'installer sur des terres plus fertiles et cultiver des ressources essentiellement vivrières assez variées. L'économie est planifiée et donc très centralisée. C'est le parti unique, le parti de Nyerere, qui fixe la nature et les niveaux de la production. Et ça s'applique sur toute la Tanzanie. Oui, pratiquement la totalité du pays est concernée, à l'exception de Zanzibar qui fait son petit bout de chemin à part. Qu'on soit clair, Nyerere ne fait pas les mêmes erreurs que Karume. À Zanzibar, l'expérience socialiste était tellement méprisante vis-à-vis des producteurs, on ne faisait tellement rien pour les intéresser à la production, on se contentait de les déposséder arbitrairement et on faisait semblant d'être surpris quand ils traînaient des pieds. Notre ami Julius, lui, il est quand même pas aussi bête, il a fait des études quand même. Donc il a compris qu'une expérience aussi ambitieuse que la collectivisation des terres nécessite au minimum un appât. Il faut séduire les paysans. Son objectif, c'est que les Tanzaniens quittent leur vie actuelle pour aller s'installer dans ces villages collectivisés, et pour ça, il faut les rendre attrayants. Alors au début, il essaye de proposer aux paysans des tracteurs. L'appât, dans un premier temps, c'est la technique. En gros, les paysans arrivaient, ils avaient déjà des champs prélabourés, aux tracteurs et du matériel sur place. Ça n'a pas fonctionné parce que les paysans ne s'y sont pas bien acclimatés, c'était peut-être trop nouveau. En tout cas, il y a eu des premiers échecs qui lui ont fait changer d'avis. Il s'est mis à penser que les tracteurs sont beaucoup trop chers et qu'ils encourageaient le paysan à l'oisiveté. Et en plus, ils sont contraires à l'authenticité africaine, donc il devient partisan d'une agriculture traditionnelle. Peu de mécanisation, peu de fertilisants. Mais alors, comment on peut les attirer ? Il va faire mousser la promesse d'un village moderne, avec un véritable réseau d'adduction d'eau efficace. Fini l'eau à peine potable du puits, vous aurez un beau robinet tout neuf au milieu de la place, vous aurez des magasins d'État où les prix seront garantis très bas, des maisons déjà construites, flambant neuves. Bref, l'agriculture est traditionnelle, mais le village respire une sorte de modernité assez intrigante et séduisante pour les gens. Et puis, je pense que vous l'avez senti, tout ceci est quand même assez bon enfant. L'Ujamaa est porté par des valeurs consensuelles. Oubliez le socialisme féroce et anti-chrétien que vous pouvez trouver ailleurs. Ici, Nyerere veut un socialisme à visage humain, qui autorise une totale liberté religieuse, qui encourage l'alphabétisation, l'éducation, l'augmentation de l'espérance de vie, l'intégration des femmes sur le marché du travail et la protection de la famille nucléaire. Sur tous ces plans, Nyerere a vraiment tenu ses promesses et a été regardé comme un bienfaiteur par les Tanzaniens. C'est un socialisme qui se veut communautaire et démocratique, même si il ne faut peut-être pas regarder les institutions de trop près. La TANU reste quand même un parti unique, massif, et Nyerere son chef incontesté. Là où les choses sont plus délicates, c'est que l'Ujamaa est un système d'autosuffisance. Contrairement aux autres pays africains qui veulent prospérer sur l'exportation, on pense au cacao de Côte d'Ivoire, au thé du Kenya, la Tanzanie, elle, semble vouloir se retirer du marché mondial et se destiner à un marché strictement intérieur. Cela est assez audacieux parce que le pays n'est pas certain de pouvoir encaisser les évolutions rapides du monde moderne avec un budget aussi serré. De fait, la guerre du pays avec l'Ouganda, dont on a déjà parlé dans mon épisode sur Idi Amin Dada, cette guerre va dilapider tous les bas de laine et le pays ne peut plus compter sur ses exportations pour se refaire une santé. Et les paysans sont d'accord ? Au début, oui. L'Ujamaa a fonctionné, comme je te disais. Nyerere a une popularité tellement grande qu'on n'ose pas ou qu'on ne veut pas lui dire non. Mais ça, c'était l'euphorie du début. En fait, l'expérience sera une catastrophe à peu près complète. Ici, comme à Zanzibar, les producteurs sont trop peu rémunérés. Le système ne permet pas de payer correctement les villages producteurs. Prenons un exemple, l'exemple de la ferme de Mbeya, une ferme qui a eu à cette époque-là un rendement exceptionnel, 7 tonnes de paddy à l'hectare, très bien, c'est très très bien même. Eh bien, figurez-vous qu'à cause du système de l'Ujamaa, elle n'atteint pas son seuil de rentabilité, alors que c'est l'une des mieux loties de la région. Ça, c'est vraiment le problème le plus grave. D'autres problèmes vont énerver les paysans, notamment des problèmes de distance et d'aménagement spatial. Les villages sont concentrés et tous les jours, il faut marcher pour aller dans les champs. Quand il faut transporter les récoltes, les porter sur ton dos, sur celui de ta femme, ou sur une charrue, des tonnes de riz ou de maïs ou de café ou de je ne sais quoi, et que tu dois te taper des allers-retours interminables. Bref, au bout d'un moment, les paysans ne voulaient plus aller y travailler, les villages ont perdu ce côté enchanteur qu'ils avaient. Et puis je peux te dire que ces belles idées de partage et de vie en commun, quand l'argent se fait rare, ça n'intéresse plus grand monde. En 69, les déplacements pour la villagisation se font dans un climat de force et de contrainte. L'armée intervient pour forcer les gens à y aller.
L'Ujamaa devient donc progressivement très impopulaire et l'expérience est arrêtée. L'Ujamaa avait pour objectif de créer une agriculture très forte, autosuffisante et en mesure d'alimenter les villes, et sur ce point ça a été un échec complet. Nyerere se retire du pouvoir en 1985 et après lui la libéralisation devient inévitable, ce qui, dans le cas tanzanien, a permis d'atteindre des niveaux de croissance plutôt favorables. Les plus attentifs d'entre vous auront certainement remarqué dans cette histoire les ressemblances entre Zanzibar et le Rwanda. Dans les deux cas, les colons pensaient être prudents en s'appuyant sur des élites qui préexistaient à leur arrivée. Les Belges soutenaient les Tutsis et les Britanniques ont soutenu les Arabes. On pourrait également faire un parallèle avec les Bagandais en Ouganda. En tout cas, ces élites, Tutsis, Arabes, étaient des races. En tout cas, étaient perçues comme telles, des races dominantes. Les Arabes comme les Tutsis cherchaient à dominer en nombre dans les bureaux et dans les centres de commandement. Sans doute qu'au fond d'elles, elles se pensaient destinées à gouverner, notamment parce qu'elles avaient les capacités de le faire, beaucoup plus que leurs adversaires. Mais un jour, ces élites rencontrèrent un nouveau langage, le langage de l'égalité et de la révolution. Rapidement, elles découvrirent que ce langage serait essentiellement tourné contre elles, et que la révolution chercherait à les tuer. En face d'eux se trouvaient des idéologues socialistes révolutionnaires, mais qui adoptaient eux aussi un discours racial, ne serait-ce que par réaction. Chez les Hutus, c'est très clair. Mais ici aussi se trouve le point commun entre Abeid Karumé et Julius Nyerere, le secret de leur alliance. Tous deux organisent le triomphe du peuple noir. Autrefois, la côte africaine se donnait à Zanzibar, et maintenant c'est Zanzibar qui se donne à la côte. Julius réalisait l'annexion, et Karumé se chargeait de mettre les Arabes à la mer. Cela ne veut pas dire que tous les deux sont fondamentalement des racistes, mais ça veut dire qu'ils participent de la renaissance de l'Afrique, en tant que continent noir. Une fois que cela est dit, force est de constater que Nyerere et Karumé ne se ressemblent pas. Chez Karumé, l'État socialiste est une mafia légale. Il ne lui viendrait même pas à l'idée d'organiser littéralement la vie en commun dans des kolkhozes. Pour lui, le socialisme, c'est surtout une opération financière monstrueusement rentable, qui lui permet de drainer les économies des petits propriétaires de Pemba vers son compte en banque au nom des idéaux les plus irréprochables. Au contraire, chez Julius Nyerere, le socialisme est une véritable promesse de paradis qu'il faut établir avec la plus grande rigueur morale possible. Mais le plus ironique, c'est que même avec un point de départ aussi honnête et probe, le résultat fut un peu similaire, car les fermiers zanzibarites et les communautés agricoles tanzaniennes ont des bilans financiers tout aussi mauvais les uns que les autres. Dans les deux cas, on a abouti à un appauvrissement. Ainsi furent les expériences tanzaniennes du socialisme dans la deuxième moitié du XXe siècle.